Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International, c'est François-Xavier Boulet, et Megwang. pour vous présenter Au micro de RTI, consacré aujourd'hui à notre rencontre avec Laurent Verguin, directeur de l'Alliance française de Taïwan. Alors, la semaine dernière, au micro de RTI, nous étions en compagnie de Laurent Verguin, directeur de l'Alliance française de Taïwan, qui nous a parlé de l'organisation de la francophonie à Taïwan. C'est tout un mois d'activités liées à la langue française. Et cette semaine, il est toujours là avec nous pour nous parler cette fois-ci son travail et aussi ses objectifs en tant que directeur de l'Alliance française. Voilà, alors on peut dire que la langue française dans le monde est incontournable. Elle est optionnelle aussi à la fois, comme on le verra tout au long de cette émission, mais il y a plus de 321 millions de locuteurs français, d'après les chiffres officiels de 2022. Alors ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui parle le français. C'est la 5e langue la plus parlée au monde. Waouh! Voilà. C'est pour ça mérite d'être fêté en fait. Et oui, mais ça ne veut pas dire que le travail de l'Alliance française à Taïwan est plus facile pour autant. Voilà, tout à fait. Surtout à Taïwan où on est si proche du Japon, où encore l'anglais est aussi présent en fait. Tout à fait. Alors, comme on va le voir tout au long de cet entretien avec Laurent Verguin, voilà, c'est difficile de promouvoir le français qui est déjà connu. Mais au-delà des clichés, c'est difficile aussi d'attirer un public de plus en plus jeune pour des questions matérielles, pour des questions parfois aussi éducatives et législatives. Et en moyenne, l'Alliance française de Taïwan, avant la pandémie de Covid, c'est 2200 élèves inscrits. Chaque année. Oui, et c'est très important parce que c'est ça qui fait tourner la maison, quoi. Et on pourrait dire l'épidémie a beaucoup touché l'Alliance française et c'est d'ailleurs pas la seule institution linguistique à Taïwan qui soit affectée par le Covid-19. Voilà, donc on vous invite à suivre tout de suite notre rencontre avec Laurent Verguin qui tour à tour évoque donc son travail, le développement de l'Alliance française, sa visibilité et pourquoi pas aussi certaines nouvelles orientations de travail ou même de développement pour une nouvelle fenêtre d'existence sur l'île. À votre travail à l'Alliance française, vous êtes arrivé à un moment où c'était le contexte pandémique, tout tournait, marchait difficilement en fait. Est-ce que aujourd'hui, en début 2023, on peut dire que les activités de l'Alliance française sont revenues à un rythme normal ? Pas du tout, justement. Non, c'est une période en fait où, au début, contrairement à ce qui se passait dans d'autres pays d'Asie, dans la mesure où Taïwan est resté protégé très longtemps, il y a eu un certain décalage. L'Alliance a continué à fonctionner plutôt bien, à maintenir son nombre d'étudiants. Par contre, à partir du moment où on a enchaîné des périodes de fermeture, des périodes de cours en ligne, on a un petit peu bousculé les habitudes des uns et des autres. Des gens qui avaient l'habitude de venir en cours en présentiel ne pouvaient plus venir. On a mis en place des cours en ligne. Certains sont restés aux cours en ligne, mais d'autres... ce qui peut se comprendre d'ailleurs, parce que dans l'apprentissage d'une langue, le contact direct avec une personne est quand même extrêmement important. Donc on a essayé justement de faire face à la situation qu'on rencontrait, mais effectivement on a perdu beaucoup d'étudiants au cours de cette période. Dans le deuxième semestre 2022, où les choses redevenait plus ou moins normales, on espérait un retour, mais c'est un retour en fait qui est très mitigé. On essaye de faire le maximum effectivement pour retrouver la bonne santé qu'on avait avant la crise sanitaire, mais on ne l'a toujours pas retrouvée. On est toujours, nous, en période de difficulté par rapport au nombre d'étudiants. Alors on essaye de maintenir au maximum les classes pour éviter de les fermer quand le nombre d'étudiants est insuffisant. Mais d'un point de vue purement financier et commercial, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc non, on reste dans une situation difficile. Je pense aussi que c'est peut-être lié aussi au contexte économique. On s'en rend peut-être pas compte forcément tous les jours quand on est à Taipei, parce que la ville reste très dynamique. Mais je pense aussi que les gens doivent faire des choix sur leurs loisirs, leurs activités, leur budget. On le voit dans beaucoup de pays d'Asie. Le
français, c'est un plus, c'est quelque chose qui fait rêver, mais c'est peut-être pas non plus une nécessité. Donc, quand on doit faire des choix, c'est peut-être pas forcément vers le français qu'on se tourne. Donc non, ça reste une période difficile. Alors, on a de l'espoir. On essaye aussi, de notre côté, de multiplier les actions, d'améliorer les conditions d'enseignement, de réfléchir à redynamiser tout ça. Mais on est toujours dans une période assez difficile. Du coup, c'est peut-être une situation générale de toutes les institutions d'enseignement de français, en fait. Alors, pour l'enseignement du français, je crois, et Oui. malheureusement, ça va au-delà du français. Je pense que c'est aussi pour d'autres langues. Je pense aussi que c'est lié à la priorité qui est mise sur le développement de la langue anglaise, qui est tout à fait logique, parce que je crois que c'est aussi ce qu'on fait en Europe, hein. Donc, je pense que ça aussi, ça joue sûrement, dans la mesure où les gens doivent faire une priorité. L'objectif bilinguisme 2030, il n'intègre pas forcément du trilinguisme. Donc nous, on essaye d'être présents pour effectivement marquer les champs et voir aussi ce qu'une troisième langue peut aussi apporter par rapport au développement culturel, par rapport à l'importance. On essaye aussi, et c'est le cas de la francophonie, hein, de montrer que dans les années qui viennent, le nombre de locuteurs de français dans le monde, il est annoncé comme quelque chose de croissant. Ça a augmenté, je crois, déjà de 7% depuis 2018. Hein. Il y a, j'avais 21 millions de personnes supplémentaires qui parlent le français en 4 ans. Oh. Et en 2050, on devrait passer à peu près à 800 millions de locuteurs en français dans le monde. C'est des chiffres, en fait, dont les gens ne se rendent pas forcément compte, parce que ça touche malheureusement pas l'Asie. En fait, je crois que l'Asie est la zone du monde où il y a le moins de locuteurs francophones. Donc, il n'y a qu'1%. Mais si on a une vision plus globale du monde, effectivement, la langue française reste une langue très, très utilisée, même, en fait, même sur les réseaux Internet. C'est une langue qui a une place aussi qui reste très importante. Après, dans la vie quotidienne, il est clair qu'à Taïwan, en restant chez soi, on a peu d'occasions d'échanger en français. Après, j'étais très, très étonné parce que c'est la deuxième fois depuis que je suis ici que je vais voir une comédie musicale française très, très ancienne que j'avais jamais vue en France. Je suis allé voir Notre-Dame de Paris l'année dernière et Roméo et Juliette le week-end dernier. Et à chaque fois, je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont présentes dans la salle, avec des salles qui sont combles à chaque représentation, pour un spectacle en fait qui est chanté en français du début jusqu'à la fin pendant 2 heures. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut aussi qu'on s'appuie sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas se décourager. Je pense que tout ce qui est lié à la France, à la langue française, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le public taïwanais. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous, on puisse s'appuyer pour essayer de donner un peu plus d'élan à des activités qui sont un petit peu plus pédagogiques et effectivement qui demandent des efforts. Hein, je comprends tout à fait. Et ayant essayé de le vivre moi-même pour le mandarin, s'engager dans une langue aussi différente sans savoir qu'on en a un besoin vital, c'est pas facile. Oui, alors justement, en dehors du français pour le français, comme cours pédagogique d'apprentissage d'une langue étrangère, l'Alliance française multiplie aussi d'autres activités. Il y a tout un panel d'activités ou d'événements plus culturels. C'est aussi un lien vers le français, un petit peu plus doux peut-être, ou en tout cas moins difficile qu'être assis à une table à apprendre l'alphabet, le vocabulaire, la grammaire. Comment ces atouts-là, vous essayez de les mettre en avant pour toucher un public plus large et attirer des apprenants de français? Ça, c'est justement quelque chose qui fait partie de notre mission, hein, de la mission de l'Alliance française. Oui. On a tous les aspects pédagogiques, enseignement, et on a après tous les aspects culturels au sens large. Alors, cette fonction, en fait, elle est partagée depuis de nombreuses années à Taipei entre le bureau français, qui a des attachés spécialisés en audiovisuel, en cinéma, et
et une attachée culturelle aussi qui travaille beaucoup avec les partenaires en direct, avec les partenaires taïwanais, les musées, de manière à faire une énorme promotion de tout ce qui peut attirer effectivement le public vers une touche française. Et donc, on se retrouve, nous, au niveau de l'Alliance, à être un petit peu moins au cœur de ces actions, ou à l'avoir été un petit peu moins les années précédentes. Beaucoup plus pendant la période Covid où effectivement, malheureusement, moi depuis 2020, j'ai eu très très peu d'occasions, contrairement à mes prédécesseurs, d'essayer de proposer des spectacles, des circulations artistiques, des artistes qui venaient présenter du travail ou monter des projets. Grâce justement au travail du bureau français, toute cette action ne s'est pas arrêtée puisqu'ils ont continué en s'appuyant sur les partenaires taïwanais qui pouvaient eux plus facilement maîtriser le contexte de la crise sanitaire pour continuer ces projets-là. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a en projet avec le bureau français, d'essayer justement de repositionner dans les années à venir l'Alliance française pour qu'elle soit un lieu un petit peu plus d'échange, justement, sur des aspects plus culturels, tout en gardant peut-être un côté pédagogique. C'est par exemple en s'adressant à un public moins spécialiste, c'est-à-dire que les musées ou les organisations taïwanaises, elles vont peut-être mettre en place avec le bureau français des résidences d'artistes, des ateliers, des festivals de cinéma un petit peu pointus. Nous, on est en train de réfléchir justement à travailler en amont, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, sur accompagner plutôt les jeunes publics à découvrir le cinéma d'animation, à découvrir les jeux vidéo, par exemple, ou des choses qui toucheraient un public moins spécialisé peut-être que le public que touchent les organismes taïwanais qui coopèrent directement avec le bureau français et travailler un petit peu en amont. Donc là, on est dans une grosse phase de réflexion entre le bureau français, le conseil d'administration de l'Alliance française et moi en tant que directeur pour voir justement ce qu'on pourrait essayer de construire pour mieux se positionner sur cet aspect que vous venez de développer. Et par rapport à Taïwan, qu'est-ce qu'il y aurait comme spécificité pour ces activités culturelles, mais aussi de découverte, un peu d'initiation finalement vers le français et la culture française, que ce qui se retrouve peut-être pas dans d'autres pays par rapport à votre expérience à l'Alliance française, dans d'autres pays que vous avez pu visiter? C'était en Zambie, en Indonésie, Japon aussi. Oui, Madagascar. Madagascar, aussi, oui. Alors, en fait, c'est des pays très très différents, mais en fait, je trouve que quelque part, il y a un petit peu le même sentiment, c'est-à-dire un sentiment d'éloignement. C'est des cultures qui sont à l'origine très éloignées de la culture française ou de la culture européenne, que ce soit en Haïti aussi, que ce soit à Madagascar, en Indonésie, au Japon ou ici. C'est des cultures qui traditionnellement sont très très loin, mais d'un autre côté, c'est des cultures aussi qui sont très ouvertes et très mixtes. Si on regarde la culture taïwanaise, c'est quand même un mélange de plein de cultures différentes. De fait alors, je ne sais pas non plus si c'est un hasard, mais j'ai quand même beaucoup travaillé sur des îles. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je postule, je me dis peut-être que j'ai plus de chances d'être nommé sur une île que... mais je pense que par contre, ça joue beaucoup dans le sentiment et dans la façon d'aborder l'autre. Je pense que quand on a un esprit et une culture insulaire, on ne réfléchit pas de la même manière que quand on est bien ancré dans une structure très continentale. En Europe, on est très très continentaux. Alors la France a beau être au bout de l'Europe avec pas mal de côtes, on reste des gens très continentaux, très autocentrés sur nous-mêmes, même si on est ouvert aux autres. Alors que moi, ce que j'ai pu découvrir, alors très peu de temps, mais en Haïti, mais aussi à Madagascar, en Indonésie, au Japon, et ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, les gens ont vu beaucoup de gens circuler dans l'histoire, beaucoup de colonisateurs ou de tentatives de colonisation ou d'échanges, des fois tout simplement par des comptoirs. Un coup les Hollandais, un coup les Portugais, un coup les Français, un coup les Anglais, un coup les Américains. Et donc, je pense que le point commun que je ressens entre toutes ces cultures que j'ai côtoyées, c'est effectivement une ouverture et une
certaine perméabilité, même au Japon, ça peut paraître un petit peu étrange, mais certaine curiosité de l'autre et du passage de l'autre, avec aussi une forte protection aussi, parce que justement, on a été plusieurs fois en contact avec des cultures étrangères qui ont peut-être essayé d'une manière ou d'une autre de s'imposer. Donc à la fois, on est curieux, on prend ce qui nous intéresse, mais on se protège aussi. Donc c'est un petit peu ce que je ressens et c'est un petit peu pourquoi je pense que je vois pas une énorme différence entre ce que j'ai pu, même si effectivement il y a d'énormes différences. La plus grosse différence, par exemple, si je prends des pays comme Haïti et Madagascar, c'est effectivement le niveau de vie des gens, où c'est quand même beaucoup plus simple d'échanger à Taïwan et au Japon, puisqu'il n'y a pas de différence économique aussi énorme qu'avec Haïti ou avec Madagascar. Mais d'un autre côté, on avait aussi une plus grande appétence à communiquer et à créer des projets dans des pays comme Haïti ou comme Madagascar, où il y avait, là pour le coup, en matière éducative, il y avait un énorme besoin. À Taïwan, il n'y a pas de besoin éducatif à combler. Il faut apporter un plus. Il n'y a pas de manque. Faut juste, et c'est ça qui rend parfois les choses un peu plus difficiles. C'est-à-dire qu'il faut trouver sa place et il y a beaucoup plus de concurrence pour se trouver une place et se développer. C'est pas évident parce que du coup, le français, vous le disiez, ça va pas être un choix prioritaire au niveau éducatif, au niveau pédagogique ou même au niveau de tout ce qu'on peut apprendre. Et il y a la diversité, il y a l'adversité, c'est vraiment entre les deux en fait que vous vous situez. Et en même temps, ce que je dis souvent, on n'est pas un produit de première nécessité, on n'est pas un produit de luxe comme un sac à main Vuitton ou un carré Hermès, et on se situe justement entre les deux. Et c'est un petit peu comme les classes moyennes au niveau économique. C'est les classes souvent qui à la fois ne sont pas pauvres, ne sont pas riches, mais parfois, quand les choses vont mal, se retrouvent au cœur de la difficulté parce qu'à la fois, on peut s'en passer et si on veut vraiment arriver à survivre, il faut qu'on se rapproche le plus possible du produit de luxe. Mais c'est un produit de luxe qui demande beaucoup d'efforts. Oui. Pour regarder cette image, comment, après les défis du Covid, la perte du nombre d'étudiants, comment un établissement comme l'Alliance française arrive à subvenir à ses besoins? Parce que les frais d'inscription aident aussi au bon déroulement, et c'est l'essentiel, j'imagine, de vos entrées d'argent. Oui. Alors, quels sont ces défis économiques pour un futur proche, en fait? Alors, ils n'aident pas, hein. Ils sont au cœur de notre survie. D'accord. Parce qu'on s'autofinance, alors suivant les années, à 97, entre 97 et 99%. Par ces inscriptions. C'est de l'autofinancement par ce que les gens payent quand ils viennent pour des cours. Donc, le problème est là, c'est-à-dire que quand l'Alliance arrive à dégager ce qu'on peut appeler des bénéfices, puisqu'en fait on est une association à but non lucratif, donc notre objectif n'est pas de faire des bénéfices, mais quand on dégage des bénéfices des cours, on les réinvestit dans des projets culturels ou dans des activités gratuites ou peu payantes. Ouais. Donc effectivement, alors la possibilité c'est de faire des dons. On a la chance d'être une structure qui a un statut de fondation qui peut recevoir des dons. Ceci dit, les dons aux structures culturelles, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Donc c'est une possibilité. Non, on fait ce que font toutes les petites entreprises, c'est-à-dire que on essaye de regrouper des classes pour que les classes soient plus rentables. On essaye de restructurer les services administratifs pour alléger nos charges. On essaye de supprimer certaines charges qui nous semblent pas prioritaires. Et puis surtout, et c'est le côté le plus positif, c'est qu'on essaye de voir quels pourraient être d'éventuels produits qu'on pourrait proposer à certains publics que jusque-là on n'a pas proposé dans notre grille, mais qui pourraient effectivement attirer des gens sur, par exemple, des cours qui seraient plus portés sur la découverte culturelle de la France que sur la découverte linguistique. On est en train d'essayer de réfléchir aussi. Nous, notre problème majeur, en fait, c'est de toucher les enfants. Il y a une grosse demande pour des cours pour enfants. Sauf que nos locaux actuels ne nous autorisent pas à accueillir des groupes d'enfants.
D'accord. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution justement pour pouvoir dispenser des cours à des enfants. C'est un public potentiel qu'on cible et on est en train de justement de réfléchir aussi à trouver les moyens de pouvoir accueillir des enfants. À peu près quelle tranche d'âge? On est très objectif, on est très optimiste. Je suis à l'origine, et je le suis toujours d'ailleurs, je suis enseignant premier degré, donc j'ai toujours travaillé de l'école maternelle, donc à partir de 3 ans, et puis après j'ai enseigné aussi bien aux adultes, aux adolescents et tout ça. Et je suis persuadé que le mieux pour apprendre une langue, c'est de la découvrir le plus tôt possible. Donc l'idée, c'est de faire des cours d'enseignement précoce de la langue. D'ailleurs, l'été dernier, pendant le mois d'août, Oui. on a fait une opération qui s'appelait Contes dans les nuages, au 89e étage de 101, où on proposait de lire des histoires et de faire des activités autour d'un album en français, avec un accompagnement en mandarin, de manière à ce que les enfants de 3 ans ne soient quand même pas complètement perdus, mais pour découvrir des petits mots et des activités, des animations avec de la langue française. Donc notre objectif, c'est de commencer dès les 3 ans, de manière à ce que de 3 à 6 ans, on a un premier contact avec la langue qui est plutôt bilingue, qui est accompagné avec le mandarin, mais où on apprend à écouter des sonorités, à répéter des petites chansonnettes en français, à écouter une petite histoire, à dire quelques mots. Et après, effectivement, on enchaînerait sur du 7-10 ans pour des cours pour enfants. C'est un de nos challenges actuels, avec le soutien du Bureau français, d'essayer de voir de quelle manière on pourrait cibler ce public, et un public un petit peu plus large, effectivement, qui souhaiterait faire un petit peu plus du français plaisir. Ça reste assez difficile parce que on tombe très rapidement, contrairement à certaines langues qu'on peut aborder au début avec un peu de facilité, où les difficultés n'apparaissent qu'un peu plus tard. Le français, on est tout de suite plongé dans la difficulté. Donc même quand on veut aborder le français avec un côté un petit peu plus ludique, pour des adultes, c'est parfois un peu difficile. Et justement, par rapport à l'activité à la Tour Taipei-Saint, quel est le retour du public? Alors là, ce qui est très difficile ici, c'est justement, les gens sont contents sur le moment, mais après, ils nous le disent pas vraiment. Donc, est-ce que ce sera reconduit, l'activité? Alors, ça va dépendre. C'est fort possible, hein, ça va dépendre des disponibilités des lieux et puis de la programmation que compte faire 101. On est en train de travailler à ce projet-là de manière à essayer de le faire de manière récurrente. Le côté le plus difficile, c'est qu'effectivement, on a fait ce genre d'animation à 2 endroits cette année. On l'a fait aussi pendant le salon du livre jeunesse, du Festival du livre jeunesse au mois de décembre au Mémorial Chiang Kai-shek, et lors du TIB, on a aussi fait une animation, comme c'était la Chandeleur, on a fait une animation autour des crêpes, et les enfants construisaient leurs crêpes, mais c'était pas une vraie crêpe, une crêpe en feutre et en pâte à modeler. Ce qui est difficile aussi, pour vraiment profiter de ces activités, c'est quand on fait ces activités dans des lieux de passage. C'est bien, parce que les gens en profitent et ça fait un petit peu de publicité, et pour la communication, c'est très bien. Après, c'est pas non plus des conditions idéales pour s'approprier une langue. C'est quand même mieux d'avoir un local adapté avec du mobilier adapté aux enfants. Et donc, c'est surtout ça, en fait, c'est à ce à quoi on est en train de réfléchir actuellement. Et en dehors de ce projet, il y a 1 ou 2 autres projets que vous souhaitez porter d'ici la fin de votre mandat de directeur de l'Alliance française à Taïwan? Ce gros projet, si on arrive à le faire avancer, qui est de mettre, disons, on l'a appelé Alliance innovante avec la conseillère culturelle, c'est-à-dire d'essayer de mettre l'Alliance un petit peu plus au cœur de la vie culturelle et de la vie internationale. Si déjà on arrive à le mettre en place, ou du moins à en dresser les grandes lignes d'ici la fin de ma mission,
Je pense que ça me fera pas mal de travail. Après, il y a effectivement tout le quotidien qui va arriver et qui arrive parce qu'on s'aperçoit là depuis le mois de septembre dernier quand même que les activités se multiplient, que la dynamique et on est reparti sur une dynamique d'événements, de demandes de l'ensemble des partenaires. Donc si on tient ce projet, qu'on arrive à le faire avancer et qu'en même temps, on se raccroche à tous les wagons qui arrivent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on va avoir beaucoup de choses à faire pour préparer les Jeux Olympiques de 2024. Donc, Paris 2024, on va aussi essayer de voir de quelle manière, et ça peut être aussi une entrée de la connaissance de la France et des échanges pour proposer aux établissements scolaires, aux universités, aux Taïwanais qui s'intéressent à la France, de connaître un petit peu mieux Paris, les différents sports qui vont avoir lieu, ce qui va se passer en France pour les JO. Et peut-être aussi, moi j'avais l'idée, mais ce n'est pas uniquement notre travail, mais essayer aussi de travailler pour mieux faire connaître au public français les sportifs taïwanais. En fait, il y a encore un gros travail pour faire connaître et comprendre ce qu'est Taïwan en France. Et pour le coup, je pense qu'il faut passer par la langue française. Donc là, nous aussi, même si ce n'est pas notre mission première, c'est une mission de coopération qui me semble essentielle. Parce que quand on vit ici, qu'on comprend ce qui se passe ici, qu'on comprend un petit peu les valeurs qui sont développées à Taïwan, les enjeux qui existent dans ce pays, et qu'on parle avec nos amis en France, notre entourage, on se dit qu'il y a un gros travail et qu'on doit faire partie aussi des vecteurs qui vont essayer un petit peu d'échanger avec nos partenaires français pour un petit peu mieux comprendre qui on est et qui vous êtes et comment on travaille ensemble. Et la langue française est aussi, peut être un très bon vecteur pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci. Voilà notre rencontre avec Laurent Verguin, directeur de l'Alliance française de Taïwan. Il nous a parlé cette semaine de la gestion de sa mission et de ses objectifs pour le travail en tant que directeur de l'Alliance française à Taïwan. Voilà, merci de votre écoute. C'était François-Xavier Boulet Et Meguan pour RTI.